Bienvenue sur le podcast des apprentis lecteurs Le Trône de Fer, le podcast lecture du Trône de Fer ou A Song of Ice and Fire sans spoiler. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec Guillaume. C'est moi. Pour le chapitre 11, soit le premier chapitre de Théon de Clash of Kings. C'est ça, c'est le premier chapitre ever de Théon. Donc, il faudrait qu'on s'accorde sur la prononciation, parce que soit on dit Théon, soit on dit Sion, parce que moi je me suis habitué à l'attendre avec la série, tu vois, donc je sais pas quelle prononciation on va dire. On coupe la poire en deux, on lâche un Théon ou un truc comme ça. En franglais, ça marche. Ouais, faut pas qu'on essaye de se rapprocher un petit peu de l'original pour pas faire les cassos, mais si ça nous demande un effort de ouf, vas-y, c'est pas grave. Vaut mieux Théon, moi Théon, ça me va en tout cas. Je sais pas pour toi, okay. Mais bon bah brevet approuvé par les apprentis lecteurs Théon. C'est parti. Et vas-y Guillaume, je te laisse pour ton résumé. Ok, donc en fait dans ce chapitre, on va découvrir, comme on l'a déjà dit, pour la première fois l'histoire à travers les yeux de Théon, qui est parti pour les îles de Fer afin de rallier la maison Greyjoy à la cause Stark. Donc on va en apprendre un petit peu plus, un peu plus en détail les traditions Greyjoy au décours d'une fellation brillamment exécutée. Et calme-toi. L'accueil au sein de sa terre natale, en fait, est plus que déroutant pour Théon, qui aura pour seul garde d'honneur la présence de son oncle Aeron. Il va rejoindre plus tard Pike et il va rencontrer alors son père pour la première fois depuis 10 ans, qui aura des plans très divergents de ce qui était initialement prévu par le camp Stark. Merci Guillaume pour ton résumé, très sympathique. Alors, bon qu'est-ce que je voulais te dire ? Oui, avant de commencer ce chapitre, je voulais te dire que, sincèrement, depuis le début du podcast, tu sais à quel point je suis enthousiasmé de faire ces épisodes, hein, normal. Ah ouais, je sais. Mais sincèrement, le chapitre de Théon, c'est le premier qui, je pense, qui m'a saoulé depuis le début. C'est vrai. Où vraiment je me suis pas fait chier, mais en fait j'aime pas l'ambiance. j'aime pas tellement le perso et j'aime pas l'ambiance. Et on avait déjà parlé des chapitres de Sansa qui nous avaient dérangé au début du podcast, mais c'était par rapport à la personnalité de Sansa qui était casse-couille plus que par rapport au chapitre. Mais ce chapitre en lui-même, moi je m'en suis un peu battu les couilles, quoi. Je m'en suis pas. Je sais pas pour toi si t'as plu. Alors perso, non, ça va. Franchement, ça va. Pour le coup, l'histoire qui est racontée, ça m'intéressait pas mal, mais c'est vrai que le personnage de Théon est vraiment détestable, quoi. Et détestable. Et c'est vrai que tu souffles du nez 2-3 fois dans le chapitre. Tu souffles, hein. Je pense que j'aime pas le suivre, en fait. Et j'aime pas suivre sa psyché, j'aime pas suivre ce nouveau personnage, parce que c'est un nouveau, mais ça fait vraiment partie des chapitres... quand j'ouvre un bouquin, je vois Théon, je souffle. Et c'est la première fois que ça me fait ça. C'est vrai. Ouais. Je peux comprendre. Mais bon, commençons à parler de ce chapitre. Donc nous le débutons pour la deuxième fois d'affilée, du coup, avec un nouveau point of view. Il s'agit cette fois-ci de Théon Greyjoy. Le même débat se pose qu'avec le personnage de Davos, du coup, dont on avait parlé il y a 2 chapitres. C'est-à-dire que on peut se poser la question de si Martin s'intéresse au personnage de Théon et veut nous conter son histoire, ou est-ce qu'il veut ajouter une loupe sur une certaine intrigue, zone géographique, ou un autre personnage relié au POV, comme Davos l'est probablement avec Stannis. Pour ma part, avec ce chapitre, j'ai l'impression que le personnage de Théon est quand même plus exploré que celui de Davos, tout en ajoutant une loupe sur les intrigues des îles de Fer. T'en penses quoi, Guillaume ? Alors, clairement, je pense que ça semblait nécessaire pour Martin de comme tu dis, mettre la loupe sur l'intrigue qui se déroule au sein des îles de Fer. Et encore une fois, j'ai toujours l'impression que chaque fois, les point of view, le personnage qui décrit subit tout le temps un peu l'intrigue. J'ai très rarement l'impression
à part éventuellement un petit peu pour Tyrion, mais j'ai tout le temps l'impression que le personnage qui est en point of view, en fait, est quelque part la marionnette d'une intrigue qui le dépasse un peu, comme ça peut l'être avec Ser Davos, clairement, qui subit un peu Mélisandre et Stannis. Euh, Comme Ned subissait C'est-à-dire un que petit peu l'intrigue à Port-Réal, comme tu vois, j'ai tout le temps l'impression que quelque part ils subissent un petit peu l'intrigue, quoi. Tu vois, Cersei c'est moins le d'accord. cas. Cersei, Ouais, mais Cersei, c'est pas un POV. ouais, justement, c'est pour ça que ça en est pas un pour moi. Parce qu'elle Bah, elle manipule beaucoup plus, elle est beaucoup plus en contrôle de son environnement, mais même si bien sûr elle subit des forces extérieures. Mais j'ai l'impression que quasiment tous les point of view subissent des forces extérieures et en fait on les voit un peu subir l'intrigue en même temps qu'eux. Et Théon, clairement, j'ai l'impression que c'est le cas. J'ai l'impression que en arrivant aux îles de fer, peut-être au début, t'as l'impression que c'est lui qui va gérer le truc et tout, mais en fait, au fil du chapitre, tu te rends compte que il est complètement dénué de tout pouvoir sur l'intrigue, quoi. Il subit totalement les forces extérieures en arrivant là-bas. ouais, je vois ce que tu... la seule... je vois ce que tu veux dire. Tu penses ça de tous les POV, parce qu'à la limite, je pense que Tyrion, actuellement... Enfin, je veux dire, actuellement, hein, vu il devient en tout cas la main du roi, c'est lui qui fait l'intrigue, tu sais, avec tout ce qu'on a vu sur lui, le fait qu'il... J'ai l'impression que Tyrion est encore Tyrion, t'as un peu moins l'impression qu'il subit l'intrigue que les autres quand même, c'est vrai. Mais à Port-Réal, enfin, il a un œil sur tout, quoi. C'est vachement intéressant d'avoir son point de vue. Mais il subit aussi les intrigues de la cour, hein, mais clairement. Et je pense il va subir tôt ou tard un petit peu les comportements de Cersei, etc., de Geoffrey, de plein de choses. Hmm. Avant de débuter ce chapitre, on va tout d'abord replacer Théon Greyjoy et toute la maison Greyjoy, pour ainsi dire, par rapport à la saga du Trône de Fer jusqu'à présent. On se souvient que Robert Baratheon et Eddard Stark s'étaient alliés il y a 9 ans de cela. Alors, dans mon texte, j'ai écrit 9 ans. Mais actuellement, il faut savoir que ça fait 10 ans, parce que depuis le début de la saga et le tome 1, il y a 1 an qui se sont passés. Donc en fait, quand on a commencé pardon, quand on a commencé la saga du Trône de Fer avec le chapitre de Brown, on était en l'an 298. Et là, on a appris qu'on était en l'an 299. Donc maintenant, c'était il y a 10 ans. En tout cas, D'accord. Robert Baratheon et Eddard Stark s'étaient alliés pour mater la rébellion de Balon Greyjoy, le seigneur actuel des îles de Fer et père de Théon. Cette rébellion avait abouti au siège de Pike, et Stark et Baratheon en étaient sortis vainqueurs. À l'issue de cette rébellion, comme punition, Eddard prit Théon comme otage et pupille, et Balon Greyjoy put rester le seigneur des îles de Fer. En regardant dans les appendices de A Game of Thrones, on sait, par ailleurs, que Théon est le seul fils vivant de Balon Greyjoy. Ses grands frères Roderick et Maron Greyjoy furent tués durant la rébellion. Il ne reste alors qu'à Théon une grande sœur nommée Asha. D'ailleurs, tu le sais, Guillaume, tu sais, dans la série, du coup, ils ont renommé... Ils l'ont renommé Yara parce c'est ça, que ils avaient peur qu'on confonde Asha et Osha, la sauvageonne. Je crois que c'est ça. exactement. Ouais. Exactement. Du coup, tu vois qu'avec les séries, ils ont bien fait du chemin, parce que quand tu regardes House of the Dragon et quand t'as Daemon, Aemond, tu vois, t'as plusieurs Aegon, Ouais. etc., tu sens que Ils en ont plus rien à foutre. maintenant, on nous prend plus pour des cons, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Concernant la famille Greyjoy en elle-même, on apprend dans les appendices de Game of Thrones que leur suzeraineté vient de la mort du roi Arryn, qui régnait à cette époque des îles de Fer jusqu'au conflant. Donc Arryn, on en a déjà parlé, hein. Arryn le Noir, celui qui a fait bâtir Harrenhal. À la mort du roi Arryn, Aegon récompensa les Tully en leur conférant le conflant, et il permit aux survivants des îles de Fer d'y retourner, de pouvoir garder leurs coutumes et de choisir leur souverain. Ils choisirent à cette époque Lord Greyjoy de Pike. Après, on en apprend un peu plus sur l'histoire des îles de Fer dans les appendices de AGOT sur la famille Greyjoy, mais bon, je vous laisse à vous, les auditeurs, la liberté de vous y plonger si ça vous intéresse. Nous, on en parlera quand ça sera un peu plus pertinent, parce que il y a un bon gros texte dans les appendices qui étaye un peu plus cette histoire. Pour revenir à Théon depuis le début de la saga, on l'a découvert à 19 ans comme un personnage qu'on a souvent traité de con avec Ouais. Guillaume. Ouais.
Bah, ça va continuer, hein, je pense. Hein. Vu comment c'est parti, Oui, il a pas l'air de comme vouloir changer. il est insolent, irrespectueux, totalement irréfléchi. Hmm. Laisse tomber quoi. Ah, c'est vraiment un personnage, bah, comme t'as dit tout à l'heure dans l'intro, hein, déplaisant à suivre. Il apparaît dès le premier chapitre de Bran, où, après l'exécution de Garend, le Mais déserteur du mur, par Ned c'est Stark. exactement ça, ouais. C'est exactement ça. C'est bah la première impression qu'on a eue de lui, c'était quand il a shooté dans la tête du cadavre juste après l'exécution, quoi. On se dit mais c'est quel genre de mec, quoi. Ouais, voilà. Tu sens Mm. direct que, voilà, il est insolent. Mm. Y a pas grand chose à dire de plus, quoi. Mm. Je pense ouais l'acte il parle en lui-même, quoi. Du genre de Hmm. personne que c'est. Et dans le chapitre où Bran est capturé par des sauvageons, c'est Théon qui, pour délivrer Bran, tire une flèche sur un des sauvageons, ce qui rend Robb furieux, parce qu'il aurait pu rater sa cible et rendre les sauvageons plus alertes et dangereux, ou pire, atteindre Bran. Donc ce que t'as dit, Guillaume, tout à l'heure, hein, est insolent et en plus il réfléchit, quoi. Donc c'est une tête Mm. brûlée aussi. Ouais, aussi, ouais. C'est exactement ça. Théon accompagne ensuite Robb dans sa campagne contre les Lannister, et dans le dernier chapitre de Catelyn, on y apprend de Robb... Pardon. On y apprend que Robb a choisi d'envoyer Théon comme émissaire auprès de son père Balon Greyjoy pour négocier une alliance contre les Lannister en échange de la reconnaissance de sa royauté sur les îles de Fer. Et je me rappelle, Guillaume, que toi, t'avais dit que, justement, tu sentais enfin voilà quoi, à cette mission que, en fait, il allait avoir un tiraillement de Théon, pardon, entre ses origines, sa famille, et puis, voilà quoi, ça... E- Exactement. Et c'est ce qui va se confirmer plus tard dans le chapitre. C'est clairement, Kathleen avait raison, mais sur toute la ligne, quoi. Absolument toute la ligne. Hmm. Après cette longue introduction, on peut se plonger dans le chapitre. Le chapitre débute par l'arrivée de Théon à la forteresse de Pike, une des 7 îles principales de l'archipel des îles de Fer où siège Balon Greyjoy, le seigneur actuel. Alors c'est vrai que en aparté, tout ce qui concerne les îles de Fer, ça a été traité de façon, enfin en tout cas, il n'y a pas une description réelle de ce qui concerne les îles de Fer, que ce soit la géographie, leur fonctionnement, la famille. Je sais pas, enfin, tu sais, Guillaume, mais dans la série, typiquement, il arrive à Pike, mais Pike, en fait, on n'a pas de, comment dire, de description de ce que sont les îles de Fer, quoi. Mm. T'as Ouais, l'impression que on Pike, en sait. vraiment, c'est les îles de Fer, au total. Ouais, ouais. Ouais, t'as vraiment l'impression que c'est ça, que effectivement, t'as un peu l'impression qu'il y a que Pike, quoi. Alors que je Ouais, pense que c'est beaucoup plus développé, quoi. bah c'est ça. Bah c'est dit, en fait. C'est dans les îles de Fer, c'est 7 îles, et en fait, Pike, c'est comment dire, là où siège Balon Greyjoy, mais il y en a 6 autres. Donc c'est un royaume dans un royaume, quoi. La forteresse de Pike, que Théon a vue pour la dernière fois, il y a 10 ans, lorsqu'il fut emmené à Winterfell, paraissait bien rude et misérable, comme dit un peu plus loin dans le chapitre, et rongée par les vagues et le sel. De loin, sur son navire, le Miraam, Théon ne peut voir que l'emblème des Greyjoy, une sèche d'or sur champ noir. Et tu sais, t'avais dit, Guillaume, dans un épisode que justement, la traduction avait fauté par rapport à la Mais, sèche. ouais, parce que c'est censé être un kraken, il me semble, ou quelque chose comme ça. Ou Voilà, je c'est sais ça. plus. C'est ça. Exactement, censé être un kraken. Donc c'est sûr qu'une sèche, ça paraît bien moins impressionnant Ouais, ouais. à le lire comme ça. Mais tu vois, c'est vraiment une ambiance... franchement, quand je suis dans les îles de Fer, tu sais, c'est lourd, c'est pesant. Ah, en fait, j'ai l'impression qu'il pleut autour de moi. Vraiment, je suis dans l'ambiance et tout, mais j'aime pas y aller, Ouais, quoi. c'est exactement ça. C'est moite, c'est ultra moite. Ça, c'est. J'ai l'impression de voir, comme ils le décrivent dans le chapitre, mais du lichen partout parce que c'est moisi. Exactement. J'ai l'impression que quand j'arrive, je me prends, tu sais, avec les vagues, je me mange tout, toute Ouais, l'eau, t'as l'impression qu'il... toute l'écume dans la gueule. Ouais, t'as l'impression qu'il Que faut c'est porter un dé- kawaii. Ah ouais, un méga kawaii, tu sais, la totale. Franchement, peut-être que les Bretons, les auditeurs bretons vont apprécier ce chapitre, mais nous,
bien parisien, bien citadin. Ouais, Voilà ouais, quoi. C'est c'est pas la comme Cam. Bretagne. Les îles de Fer, c'est la Bretagne, c'est ça, c'est exactement ça. Avec les Et c'est crêpes le en moment. moins, quoi. Il est comment. Par contre, il y a la bière. D'ailleurs, aujourd'hui c'est la janguille. Hein. Ah, c'est vrai, c'est la janguille, là. C'est la La journée janguille. du pain beurré. Et c'est le moment comète du chapitre, car la fameuse comète transparaît derrière cette grande forteresse. Et je pense que la signification qui est décrite peut être directement reniée par nos soins, vu que Théon pense que la comète lui est destinée. Le MDR. MDR. Clairement. Juste franchement, tu Tu sais, la comète, voilà, elle quoi. lui dit, mais tu es qui? Tu es... Je pense qu'on n'a pas besoin d'en rajouter plus. Non, non. Mais on sent durant tout le début du chapitre que Théon est assez imbu de lui-même et fier de ses origines. Il passe tout son temps à rabaisser le capitaine du navire par lequel il est arrivé, originaire de Villevieille, en comparaison d'un marin originaire des îles de Fer, un ferné, comme on appelle les habitants de ces îles, qui aurait mieux manœuvré et plus vite. Théon a aussi une interaction avec la fille du capitaine, qui l'amène dans la cabine de ce dit capitaine, qu'on a aménagé pour lui, et on sent à ses paroles que Théon est quelqu'un qui parle beaucoup, mais n'a aucune expérience. Il veut et cherche à se construire l'image d'un ferné en disant à la fille qu'un ferné, enfin ce qu'un ferné lui ferait habituellement, ce que les coutumes exigeaient qu'il fasse. Il utilise beaucoup le pronom nous en parlant de lui et des fernés, alors que c'est la première fois qu'il retourne sur les îles de Fer depuis son enfance. Donc Exactement. bon, Théon c'est pas du tout un ferné et voilà quoi, il cherche à se construire cette image alors que pas du tout. Mm. Et c'est ce que son père, ouais, c'est ça, et c'est ce que son père va lui rappeler à la fin du chapitre. Hein. C'est ce qu'il va, il va bien le remettre à sa place. Exactement. Donc moi, j'écris dans mes notes qu'on sent qu'un complexe s'est créé autour de sa vie captive chez les Stark, et voilà, qui ressurgit maintenant, qu'il retourne dans sa terre natale. Mais clairement, et c'est pour ça que Kathleen avait raison, c'était la pire idée au monde d'envoyer Théon, mais qui plus est seul Mm. quoi. Encore accompagné avec quelqu'un de confiance et tout, avec plusieurs personnes de confiance. Encore à la limite, il y avait peut-être moyen, mais l'envoyer seul, c'était débile. C'est sûr qu'il allait faire une crise identitaire comme ça. C'était sûr. Quand tu le dis comme ça, j'y ai pas pensé, mais c'est vrai que c'est assez débile de l'envoyer seul. Hein. Enfin, là, ouais, tu me fais penser, mais en fait, c'est complètement con. Je vais te dire, à quel moment t'envoies un mec seul comme ça? Ok, Et avec c'est... Non, mais tu peux envoyer... non mais Ouais. Rob, il a 15 ans, mais même d'où t'écoutes pas un peu enfin Kathleen, ce qu'elle dit, c'est pas déconnant, même pour un enfant de 15 ans, quoi. Mm. Et puis ça m'étonne même que les autres, les autres bannerets de Rob aient accepté cette idée, quoi. Quand on y pense, y a Ouais, un truc, ouais, non, j'avoue, c'est chelou qu'elle a envoyé seul. c'est un peu abusé. C'est un peu abusé. Mm. C'était pour le scénar, je pense, mais c'est un peu abusé quand même. Théon arrive sur l'île de Pike par Lord Sport, la demeure de la maison Botley. Alors pour information, on l'a déjà expliqué un peu en début de chapitre, mais Pike désigne à la fois la forteresse de la maison Greyjoy, mais aussi l'île sur laquelle elle se trouve. Et cette île, sur cette île, plusieurs seigneurs y vivent, dont les Botley de Lord Sport. Théon, au bateau amarré au port, reconnaît nombre de blasons des maisons des îles de Fer. Et voilà, c'est ce que j'ai écrit dans mes notes et c'est ce que j'ai dit précédemment, c'est que c'est là que tu sens une franche distinction avec la série où les îles de Fer se résumaient au Greyjoy, point, et les livres là où tu sens que en fait c'est une véritable seigneurie quoi. Il y a il y a des gens qui vivent sur les îles de Fer, c'est pas juste le roi et puis deux trois pêcheurs. Oui, il y a plein de gens. Après, on a l'impression Mm. qu'ils vivent dans des conditions très précaires, très très précaires. Mm. Mais effectivement, franchement, j'aurais du mal à me par contre, j'aurais du mal à me fixer en termes de densité de population sur les plus grosses parties, tu vois, à Pike et tout. Mm. J'ai du mal à imaginer combien ils sont, quoi. Ils sont capables de monter une armée de combien de personnes techniquement, tu vois. J'aurais du mal à me fixer pour le coup. Mm. Encore tu vois, tu te rappelles dans le tournoi de la main du premier tome où il y avait une multitude de maisons qui ont été citées, je crois que c'était dans un des chapitres de Sansa. Tu sais, on se disait, ah ouais, putain, il y a pas mal de noms qui sont cités à ce tournoi, etc. Tu te rappelles? Ouais.
Mais bon, c'était des noms qu'on avait entendus plus ou moins une fois durant la série Game of Thrones. Mais je suis pas sûr que, à part les Greyjoy, il y ait une autre maison des îles de fer qui a été citée dans la série. Je crois pas. Je crois pas, Hmm. pas du tout. Ça me dit rien. Ouais. Donc moi j'écris que tu sens que bon les créateurs ils ont complètement abandonné, enfin les créateurs de Game of Thrones, ils ont complètement abandonné les intrigues de ce côté-là quoi. Ouais, ils sont pas allés chercher très loin. Théon se demande si son père avait convoqué le ban en devinant la raison de la venue de son fils, mais réfute cette idée de l'absence sur le port du Silence, le bateau de Euron Greyjoy. Donc pour situer Euron Greyjoy, il faut se référer aux appendices de AGOT et Ahsoka. Ce qui est dit, c'est que Balon Greyjoy, il a 3 frères. Euron, capitaine du Silence, comme on vient de le dire, pirate et maraudeur, décrit ainsi. Victarion, grand amiral de la flotte de fer, et Euron, un prêtre du dieu noyé, sûrement le dieu relatif au Fernet. Donc toi, Guillaume, est-ce que tu te doutais que justement il y avait voilà tout, enfin que comment dire, il y avait tous ces personnages, ces lieux, etc. associés aux îles de fer avec les livres, où tu disais que comme dans la série, voilà quoi, c'était une île crépusculaire reculée. Non, je me doutais quand même que c'était beaucoup plus développé dans les livres et ça franchement, quand tu connais un petit peu le style de Martin, tu te doutes en regardant la série que ils ont vraiment compressé au maximum l'intrigue des îles de fer pour donner plus de place aux autres intrigues, par exemple à Port-Réal et tout, mais je savais que par exemple Victarion, j'en avais entendu parler dans des vidéos, que c'était l'un ou genre de persos qui sont très importants dans les livres et qui sautent complètement, tu vois. Ouais. Théon s'est attendu non pas à être accueilli par Balon Greyjoy en personne, mais au moins par Silas Agrebeck, l'intendant des Greyjoy, Lord Botley, le seigneur de Lordsport, ou par Dagmer Gueland. Ouais, c'est ça. Dagmer Gueland II, le maître d'armes des Greyjoy, comme nous l'apprenaient les appendices. À son arrivée, Théon ne vit personne de ce type, même le petit peuple ne semblait pas savoir qui il était. En même temps, c'est assez normal, hein. Enfin, je veux dire, Ouais, bah ça ça m'étonne fait 10 pas. ans, quoi. Je pense Puis, ils s'attendaient pas à ce qu'ils reviennent, rien que dalle. Il n'y avait ouais. aucune raison qu'en tout cas le petit peuple attende au port qu'il arrive. Clairement pas. En fait, c'était son oncle, Euron Greyjoy, le prêtre du dieu noyé qu'on vient d'évoquer, qui l'accueillit. On apprend que c'est suite à sa disparition dans une tempête et sa réapparition sain et sauf dans les flots qu'il est devenu saint, tandis qu'avant ces événements, il était affable, drôle, bon vivant, au souvenir de Théon. À présent, Euron Greyjoy était un homme rude, tout comme la forteresse de Pike. Il me fait penser, enfin, même histoire que, comment il s'appelle le bouffon là de Stannis. Ah, Patchface, comment il s'appelle encore? Barriol. Ouais, bon, c'est pas le même délire, mais encore un mec qui a changé après après avoir bu la tasse, quoi. Intéressant comme remarque. C'est vrai qu'en quelques chapitres, là, en une dizaine, il y a eu 2 fois cette histoire où 2 personnages ont été noyés par les flots et où ils sont revenus complètement différents. Intéressant comme remarque, hein. On va noter ça. Petit sourire en coin. La première question qu'Euron posa à Théon est s'il prie les dieux des loups à présent, ce à quoi Théon répondit à la négative. En vérité, quels que soient les dieux, Théon ne priait guère. Euron mit alors son neveu à genoux et fit gicler de l'eau de mer sur les cheveux de Théon. Il pria pour lui, et tous deux finirent par les mots du dos noyé. Ce qui est mort ne saurait plus mourir. Tu sais ce que ça me rappelle? Ça me rappelle un épisode des Simpsons où genre t'as les enfants de Homer qui sont gardés chez Ned Flanders. Genre il les baptise en urgence. Tu sais, il pète un truc comme une alarme incendie. Il pète le truc et il va les baptiser en urgence. Genre. C'est le même délire en mode. Tu pries quel dieu? Genre, allez go, tu vois, genre baptême en urgence, il vient d'arriver, tiens. Là, je suis mort.
Mais j'avoue que cette phrase en français, elle me paraît bien moins impressionnante, bien moins sonnante que What is day may never die, tu vois. Mhm. Je Bon, l'ai je l'ai dans la tête, toi. ça passe, Non, ça tu l'as pas passe. dans ta tête. Ce qui est mort ne Euh, saurait plus mourir. Ça fait un peu pompeux, tu vois. oh, je trouve que c'est Alors classe. que What is dead may never die. Bon, bref. Théon demanda à son oncle s'il trouvera sa mère à la forteresse, mais Eron lui répond que celle-ci est trop malade pour y rester, qu'elle habite maintenant Arlois, une autre des 7 îles principales de l'archipel des îles de Fer, en compagnie de sa sœur. On apprend dans les appendices qu'elle se nomme Lady Alanis et qu'elle vient justement de la maison Arlois. Ouais, pareil, un truc complètement zappé par la série, c'est ouais quoi, c'est la mère de Théon. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en regardant la série, en regardant Game of Thrones, tu te demandes jamais, ouais, c'est qui la mère de Théon en fait? Tu sais, parce que Ouais, t'as la ouais, tu présentation de son père, mais juste t'as même pas idée de se dire est-ce qu'il a une mère Théon, tu vois? oh, tu t'en fous, franchement. Dans la série, en tout cas, rien à foutre. Hmm. Genre vraiment, ça change que dalle. Théon apprend aussi par l'intermédiaire de son oncle que Dagmer Gueuland II était parti pour Vieux Wick et sa sœur Asha pour Grand Wick, tous deux pour livrer message aux banneries de Balon Greyjoy, et avec les bateaux amarrés à Lordsport, Théon comprit que Balon Greyjoy était réellement en train de convoquer le ban. Donc voilà, juste pour la géographie, donc du coup on a déjà le nom de 4 des 7 îles principales des îles de Fer, donc Pike, Arlois, Grand Grand Wick. Wick pardon, et Vieux Wick. Et oui, du coup, voilà quoi. Théon, il apprend, enfin, il comprend que Balon, il est en train de masser son armée, de réunir ses bannerets, et on va découvrir la raison à la fin de ce chapitre. Mais lorsque Théon demanda la raison à Aeron, celui-ci refuse de la dévoiler, invoquant que seul Balon Greyjoy pouvait choisir de communiquer ces informations. Cela rendit Théon furieux, d'autant plus que lorsqu'il évoqua le fait qu'il était à présent le seul héritier de Baelon, en tant que seul fils vivant, Aeron évoqua Asha, la sœur aînée de Théon. Et on comprend par les dires d'Aeron que Balon ne veut pas transmettre les îles de Fer à un Stark, en tout cas ce qu'il considère comme étant un Stark, et qu'il a quelques doutes sur Théon. A raison, hein. Le mec, il est en plein conflit de loyauté. C'est pas le moment de. C'est clairement trop tôt pour lui balancer toutes les infos, tout le plan de. Enfin, c'est trop de risques. Trop de risques. Certes, mais ça, Balon, il le savait pas avant d'avoir rencontré Théon, tu vois. C'est-à-dire que même Ouais, avant de l'avoir vu, ouais, il s'en doutait. Il avait des avant même de l'avoir vu. Enfin, dans le doute, il fait bien quoi. hmm, ouais, je sais pas s'il fait bien, parce qu'en soi, Théon, il aurait pu rester fidèle tu vois, au Greyjoy au fil. Il le sait pas, donc dans le doute, tu fais pas. Ouais. Ce qui est Par logique. contre, ce qui est intéressant, c'est que du coup, Aeron évoque Asha comme héritière. Et ça, c'est, enfin, je veux dire, normalement, c'est interdit. Enfin, c'est même pas interdit, mais juste que la règle, c'est que la seigneurie se transmet de mal en mal, quoi. Et c'est là que Euh, petit à petit, exactement. Et c'est là que tu te rends compte que petit à petit dans le chapitre, en fait, plus t'avances et plus vu le manque, c'est limite un manque de respect d'accueillir son fils comme ça, tu vois, où tu sens qu'en fait, Balon quelque part, il a l'impression d'avoir fait le deuil de son fils il y a bien longtemps quand il est parti, quoi. C'est vraiment ah, l'impression que ça laisse. Ah, moi tu le j'ai ressens comme ça. l'impression. Tu sens pas qu'il y a une chance pour Théon d'être repenti aux Peut-être, yeux de Balon. peut-être, mais en tout cas, il va devoir donner le tout pour le tout et que dans tous les cas, dans tous les cas, il a fait ses plans comme s'il n'existait pas et que c'était mieux comme ça, tu vois. Parce que, Hmm. en tout cas, les plans qu'il a développés là, clairement, il s'est dit que Théon, il faisait pas vraiment partie du plan, quoi. Et qu'il se Hmm. rajoutera au plan, mais il devra faire plein de preuves et tout, tu vois. Ouais, mais c'est intéressant la formule que tu as employée. Je la trouve très juste, c'est qu'il a fait le deuil de Théon en vérité. Euh, c'est que pour lui, Théon, c'est plus tellement un Greyjoy, quoi. Il a été tellement souillé que le faire revenir dans la famille principale, ça serait très difficile, voire impossible maintenant pour Balon. On en parlera plus tard, mais quand il l'accueille, la première question qu'il lui pose, c'est un fils est parti il y a 10 ans, qu'est-ce que j'ai retrouvé, tu vois. Hein, Hmm.
t'es parti, t'étais un enfant et maintenant t'es quoi? Et Hmm. clairement, clairement, ouais, il a, il a fait le deuil. Il a fait le deuil. Il a fait. De Je sais Théon, ouais. pas comment le dire, mais il a fait le deuil Non, de Théon. euh, le seul point intéressant que peut noter, c'est que bon, du coup, voilà, comme on vient de dire, normalement, enfin, on doit pas transmettre la seigneurie à une femme, mis à part Guillaume, tu peux le rappeler. S'il y a pas de fils héritier. Et donc clairement, il a fait ses plans comme si il a pris ses décisions comme s'il n'avait pas de fils héritier. Ah, moi, j'allais citer le cas de Dorne, du coup. Ah oui, comme à Dorne. Ouais, comme à Dorne, où du coup, le sexe n'importe pas dans la succession. Ouais, mais après là, c'est pas trop comme ça que je l'ai ressenti. Je suis pas sûr que Balon ait vraiment pris cette décision en se disant bon, maintenant je révoque exactement comme dans House of the Dragon. Maintenant je révoque le truc, fille ou pas fille, c'est pas le problème. Là, c'est clairement que Hmm. pour lui, il avait plus de fils, tu vois, qu'il avait plus de fils. Ouais. Et même quand il revient, à mon avis, il se dit Bah, bon, là, j'ai engendré cette personne-là, mais si c'est pas un ferné comme nous, tant pis, il se casse, tu vois. ouais, c'est Nos, vrai. sans remords, tu vois. Mais après, il faut voir si, justement, tu fais le parallèle avec House of the Dragon, si, imaginons que Balon aille jusqu'au bout de son idée et veuille transmettre le trône à Asha, je veux dire, si les habitants des îles de Fer et les seigneurs Bannerets sont d'accord. Parce que là, tu transgresses quand même une grosse règle. Après, je pense que à la différence des problèmes dans House of the Dragon, les gens, j'ai l'impression que sur les îles de fer, ils sont tellement attachés à leur identité de ferné, de trucs comme ça que si jamais tu vois quelqu'un qui est parti il y a 10 ans comme ça, qui a été élevé par les Stark et tout, pour Mhm. eux, j'ai l'impression que pour la plupart du peuple, c'est même pas un fils, on s'en bat les couilles, tu vois. Ouais. Vraiment, Mais j'ai en l'impression revanche, que justement, eux-mêmes, parce que le petit peuple, limite, quand il se présente en tant que je suis l'héritier machin, tout le monde est là, bah, oui, c'est ça. oui, Tu vois ce que je veux dire? Genre, ils sont pas là en train de, oh, notre futur seigneur, pas du tout. Ils sont là en mode, très bien, ok, qu'est-ce que tu racontes? ce que tu as dit, c'est intéressant sur le fait qu'ils sont très attachés aux traditions. Euh, ou en tout cas à leur identité, mais en même temps, plus que voilà, transgresser Théon, c'est aussi le transmettre à une femme. Et ça, je suis pas sûr qu'aussi vu comment, tu vois, la personnalité qu'on voit des gens des îles de fer à présent, et tu sais, par exemple, il y a l'exemple où, ça, on va le rappeler un peu plus tard, mais où Balon Greyjoy, il lui dit, ah, tu t'habilles comme une femme, il y a que les femmes qui sont autorisées à porter des Ouais. bijoux, de ce qu'on a compris dans les îles de fer. Après, Le fait qu'une femme puisse, ouais, on verra plus tard, mais peut-être que Asha, tu vois, j'ai l'impression qu'il faut beaucoup faire ses preuves sur les îles de fer. Asha, elle a un mhm, bateau là qui s'appelle le Vent Noir. Si elle se trouve, mhm, avec, elle a largement gagné le respect des îles enfin des Fernets. C'est peut-être, ouais, enfin, je j'ai quand même des indices sur un petit peu le personnage d'Asha quand même, mais j'ai l'impression que c'est ça aussi, que Asha, elle, mhm, contrairement à Théon, elle a plus rien à prouver. mhm. Donc c'est un peu paradoxal ce qui arrive à Théon, parce que à Westeros aussi, on ne faisait pas confiance à Théon, que ce soit à Winterfell où Lady Catelyn et Eddard Stark se gardaient bien de lui, mais aussi les Malisters de Salvemer, qu'on le rappelle, est la terre du conflant la plus proche des îles de Fer. Jason Mallister, le seigneur de Salvemer, en voyant son fils Patrick Mallister devenir proche de Théon lors de la chevauchée de Vivzeg à Salvemer, lui avait rappelé que Salvemer avait été bâti justement pour protéger la côte contre les pillards des îles de fer menés par les Greyjoy de Pike. C'est d'ailleurs même Jason Mallister qui a tué l'aîné de Balon Greyjoy, Roderick Greyjoy, à Salvemer lors de la rébellion. Donc oui, tu sens que c'est un peu, c'est pas qu'ils sont ostracisés les Greyjoy, mais c'est considéré par les étrangers, surtout par les gens du conflant. Ce qui est marrant parce que du coup, avant enfin je veux dire le roi des îles de Fer, hein, enfin le roi du conflant et des îles de Fer, alors Arène le Noir, ils étaient tous sous la même coupe. Après, Mm. ça veut pas dire grand chose quand on voit comment les Narbosques et les Bracken et l'inimitié qui se portent. Ouais. D'ailleurs, ça c'était mentionné un moment dans House of the Dragon, ça m'a fait sourire. Ils peuvent pas se blairer et tout, je sais, comme dans les livres, tu vois. Mais bon.
Mm. Tu vois que ça dure depuis longtemps, du coup. Theon et son oncle Euron arrivèrent enfin à la forteresse de Pike, où 10 ans plus tôt, Robert et Eddard s'étaient aventurés afin de confronter et mater Balon Greyjoy. Théon avait encore en mémoire le moment où Robert avait escaladé les décombres et cadavres, portant sa masse au poing. Il était de retour chez lui, enfin, ce qu'il pensait être chez lui. Mais tout avait bien changé, et Théon l'apprit dès son arrivée. Il fut accueilli par Elia, une vieille intendante qui a replacé l'ancien, nommé Silas, mort depuis 5 ans. De même que l'ancien maître Kalen, qui fut remplacé par un nouveau maître du nom de Vendamir. Après avoir posé ses affaires dans ses appartements et s'est quelque peu débarbouillé, il enfila des vêtements d'assez bonne qualité, parés de bijoux, et partit rejoindre son père. Et là, je me suis dit, l'erreur. De s'apprêter c'était bien joué parce que t'avais vraiment l'impression il faisait tout pour faire bonne impression, mettre des vêtements aux couleurs des Greyjoy et tout, et c'est complètement foiré. Je trouve que c'était bien trouvé quand même, tu sais, il y a une espèce de build-up pour la rencontre, quoi. Ouais. Il s'apprête et tout, et en fait, c'est catastrophique la rencontre. Théon retrouva Balon Greyjoy dans une grande salle, assis devant un brasero. Ce qui frappa Théon, en premier lieu, fut à quel point son père avait maigri, qu'il avait à présent la peau sur les os. Rajouté à son regard acéré et ses cheveux gris, Théon y sentait un homme devenu dur. L'ambiance est posée quand, en premier lieu, Balon lui demande, je cite, et tu l'as dit tout à l'heure, Guillaume, ils ont pris un gosse, qu'es-tu maintenant? Ce à quoi Théon répond, un homme, votre sang est héritier, et Balon finit par lui dire que nous verrons. Donc c'est un peu ce que tu dis, Guillaume, c'est dès son arrivée, Balon il doute, quoi. Ouais, on dit nous verrons, et franchement, j'ai l'impression que c'est vraiment, t'es mon digne héritier, tant mieux, tu l'es pas, tant pis, c'est pas grave. C'est vraiment l'impression que j'ai, hein, quand, au fil de la discussion, enfin, au vu de la discussion. C'est vrai. Bon, après, heureusement pour Théon, il a pas, Balon, tu sens qu'il a pas barré définitivement Théon de sa vie et de ses plans, quoi. Il y a quand même, enfin, moi, je sens qu'il y a quand même une entrée parce qu'il lui parle de ses plans, hein. Je veux dire, s'il le considérait vraiment comme un Stark, il lui aurait jamais parlé, voilà, de la raison comment dire, de la convocation de son ban. Ouais, mais vraiment, peut-être il lui ouvre une porte, mais vraiment, si il est pas digne, vraiment, c'est pas grave, tant pis. Tant pis. C'est grave triste. Genre, il va pas se dire, tu vois, il est clairement pas là pour vraiment reprendre son fils dans ses bras, faire tu m'as manqué, machin. C'est absolument pas l'ambiance, quoi. Au fil de la conversation, la supposition évoquée précédemment selon laquelle Balon Greyjoy ne ferait pas confiance à son fils se confirme, parce que Théon a passé de nombreuses années pupille d'Eddard Stark, aussi longtemps que Théon avait vécu à Pike, parce que Théon se présente en tenue d'apparat, telle une fille, selon Balon Greyjoy, je crois qu'il parle de pucelle même, par de soi, parce que les bijoux que porte Théon sont ceux qu'il a achetés et non des bijoux qu'il aurait dû dépouiller à ses ennemis selon l'antique voie des îles de fer. En effet, une femme pouvait porter des bijoux, mais un homme seulement s'il les avait pris sur les cadavres de ses ennemis. Cela, ça payer le fer prix. Que Théon vienne selon Balon comme un petit chien délivrer le message d'un Stark, qu'au contraire de sa fille qui était devenue une guerrière, lui ressemblait à une pucelle. Donc c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, Guillaume. Ouais, voilà. Finalement, voilà, je pense qu'elle a gagné le respect, qu'elle a mérité son respect, Asha. Ouais. Non mais c'est bien, il faut plus de femmes guerrières dans le trône de fer, tu vois. On avait déjà les femmes des îles aux ours, avec Lady Maggie Mormon, tu vois. Il faut des... Non, il y en a pas beaucoup. C'est vrai qu'il y en a pas beaucoup. Après, voilà, c'est souvent l'un des reproches que je fais dans certaines œuvres de fantasy, c'est quand il y a des femmes guerrières, souvent c'est over the top, tu vois, c'est un peu, je sais pas, des fois c'est mal amené. En tout cas, dans la série Asha, c'était pertinent et je trouve que c'était bien,
Mm. C'était bien amené. Bon, ils l'ont rendu lesbienne, mais pour donner son côté garçon manqué, mais bon, mais au moins c'était crédible. Et Mm. c'est quand même important que ça le soit. Faut que ce soit crédible. Bref, avec tout ce qu'on a dit, vous avez bien compris que lors des premières minutes de la rencontre, Théon il se fait enchaîner par Balon dû à sa déception de voir ainsi son fils. Théon expose alors le message et la stratégie de Rob afin de redorer son image et convaincre son père. En gros, et bon là va falloir vous concentrer pendant les 2 prochaines minutes pour comprendre un peu ce qui se passe. Rob, après avoir pris son indépendance, il veut permettre à Balon Greyjoy de reprendre son titre de roi des îles de Fer si il l'aide à vaincre ses ennemis, les Lannister. En effet, Rob se trouve actuellement à la Dent d'Or, ce qui correspond à la limite géographique entre les terres de l'Ouest et le Conflent. Vous pouvez checker sur la carte du bouquin, on voit très bien où se situe la Dent d'Or. Pendant que Tywin siège toujours, lui, à Harrenhal, où il est coupé de ses communications. Dans les terres de l'Ouest ne reste donc que Stafford Lannister d'important. Et on avait déjà parlé de Stafford Lannister dans le dernier chapitre de Catelyn, où Brendan Tully lui exposait la situation de la guerre. Stafford Lannister, il apparaît dans les appendices de HGOT et Ahsoka. En effet, il est doublement cousin avec Tywin Lannister, car il est le frère de la femme à présent décédée, de Tywin Lannister, feu Lady Joanna Lannister. Et on sait pas les appendices que Tywin et Joanna étaient cousins. Donc voilà, doublement cousin, de par le fait qu'en fait il soit directement cousin avec Tywin et qu'en plus il était le frère de sa femme décédée. Je sais pas si ça existe vraiment techniquement être doublement cousin, mais En fait, c'est l'expression qu'il emploie un moment dans le livre. Après, je sais pas si c'est Martin ou le traducteur Jean Sola, mais ils emploient cette expression. c'est son cousin et son beau-frère un peu quelque part. C'est ça. Voilà. C'est un peu bizarre, doublement cousin. J'avais jamais entendu ça. D'après Brendan Tully, ce Stafford Lannister n'est pas très fut-fut, mais il aurait un fils, Davon Lannister, présent lui aussi dans les appendices de HGOT et Ahsoka, qui serait vraiment redoutable. Et en gros, la tactique que présente Théon est que lorsque les forces de Rob arriveront donc par la Dent d'Or dans les terres de l'Ouest, les forces de Stafford Lannister essayeront de l'intercepter, ce qui laissera la file de Casterly Rock sans défense de l'autre côté par la mer. Ainsi, les Greyjoy pourront prendre la ville. Mais malgré que le plan viendrait de Théon et une explication claire et limpide, à la fois de Théon et de ma part, je l'espère, 2 choses irritent Balon Greyjoy. Premièrement, que Casterly Rock n'a jamais été prise, ce qui n'est pas un bon présage. Deuxièmement, que dans sa lettre, il est dit que le roi Rob lui permettrait de reprendre la couronne s'il lui donne ses bateaux et épées, et que c'est Rob qui lui donnera sa couronne des îles de fer. À ces mots, Balon Greyjoy brûla la lettre. Ouais. Alors 2 choses. Du coup, Guillaume, bon toi je pense que tu as compris le plan, mais j'espère que j'ai été assez clair quand j'ai expliqué, si tu me confirmes. En gros, c'est prendre Castral Rock en sandwich et mobiliser les forces du côté de Rob pendant que les Greyjoy, par surprise, les prend en revers. C'est ça. Voilà, exactement. Mais du coup, il est dit que Casterly Rock n'a jamais été prise. Donc la forteresse de Casterly Rock, c'est la forteresse de Lannister dans les terres de l'Ouest. Est-ce que tu penses que c'est parce que justement la famille Lannister est une famille forte depuis sa création, ou parce que Casterly Rock est une forteresse imprenable, comme par exemple on a dit que Mud Kaelin n'a jamais été prise à cause de la boue, etc. qui est devant. Même dans les terres de l'orage, que je sais plus comment ça s'appelle, Academy. le château. Accalmie aussi. Academy. Ouais. Clairement, bon, je pense déjà que voilà, les forces Lannister, on commence à les connaître, elles sont pas négligeables du tout. Mm-hmm. Après, franchement, quand il y a Rock, quand il y a un Rock dans le titre, ça te donne un peu un indice quand même. C'est pas genre, c'est pas genre, on n'est pas au cirque quoi. C'est pas, c'est pas, ce que tu veux dire. c'est pas la cantine de l'internat. C'est pas genre
Oh, tu sens que c'est solide, quoi. C'est vrai. Et en même temps, on sait que, je crois on l'a appris, c'est sûr qu'on l'a lu, que justement, il y avait des mines d'or, que ce soit à Port-Lannis ou à Castrel Rock, et que c'est ça qui donnait leur fortune aux Lannister. Donc, typiquement, à chaque fois que quelqu'un essaye de les prendre, tu sais, ils ont juste à payer des mercenaires, quoi. Là, Qui tu ont pas beaucoup m'étonnes. d'argent pour ça. Oui, Hmm. ils peuvent clairement, voilà, ils ont la force de l'argent avec eux, quoi. Hmm. Et oui, donc deuxièmement, le fait que Rob veuille lui conférer le titre de roi des îles de fer. Ça, tu m'étonnes que Balon Greyjoy le prend mal. Enfin, Rob, il a 14 ans, 15 ans. Qu'est-ce que tu fais, minot, quoi? Mm. En plus, on apprend que quelque part, la rébellion de Balon n'était pas tant pour euh, réclamer la couronne. C'est pas vraiment ça qui l'intéresse, Balon, Greyjoy. C'est plutôt, c'est vraiment restaurer la voie, l'antique voie et redonner du sens, enfin, remettre au goût du jour les traditions les traditions fernées de Hmm. l'époque, quoi. C'est ça, c'est redonner, restaurer vraiment ce côté, comme il disait, que ce soit pas les Fernés qui travaillent à la mine, mais les prisonniers, les choses comme ça, voilà. Ouais. Parce que quelque part, on se rend compte que l'économie sur les îles de fer, ça a l'air d'être une catastrophe parce que ils ont vraiment très peu de ressources et qu'en fait, à défaut d'avoir des ressources, ils allaient piller, quoi. Et il veut restaurer cette économie basée sur le pillage et voilà. J'ai rien Ok. d'autre à ajouter, tu vois. Hmm. Balon Greyjoy se raffermit. Il était le Lord Greyjoy, le Lord de Ravage de Pike, le roi du sel et du roc, fils du vent de la mer, et personne ne lui donnerait une couronne. Donc que ce soit de Théon ou de Balon, tu sens vraiment il y a cette fierté d'appartenir à ce peuple de l'antique voie, des îles de fer, les Fernés, etc. On peut les critiquer autant qu'on veut, mais en tout cas ils sont fiers de leurs origines et de leur façon de vivre, quoi. Mhm. De plus, Castre le Roc était selon lui trop fort, Tywin Lannister trop puissant. Donc voilà, on sent encore l'ombre de Tywin Lannister planer, le fait que sa réputation le précède. C'est pas un homme avec qui il faut blaguer. Et si Balon avait décidé de masser ses bateaux et rassembler ses troupes, comme l'avait vu Théon depuis le début du chapitre, ce n'était pas pour aller à l'ouest, mais dans un autre lieu qui lui semblait bien plus mûr. Et bon, là, on comprend que voilà, c'est pas très difficile à cerner hein, où il veut aller, Balon Mm. Greyjoy. Alors, exactement, peut-être pas forcément, mais en tout cas, on sait à qui il va s'attaquer, ça c'est sûr. Ouais. Parce que Parce pour que le coup, pour le coup, moi, j'ai pas pris trop le temps de réfléchir exactement à une position que pourrait attaquer, à part peut-être Salvemer, du coup, j'imagine. Salvemer peut-être, mais j'ai pas bien pris le temps à me dire où est-ce que Balon Greyjoy s'attaquerait en premier pour blesser le camp Stark. Moi j'aurais pensé directement à Winterfell, hein. Ah, Ah directement. oui, Oui, parce ah oui, que Winterfell directement, d'accord. en fait, pour préciser aux auditeurs, quand il dit ça, Balon, en fait, t'as Théon qui dit un truc du genre, bon, Théon, il pense à 2 minutes, mais en gros, il eut pas la bêtise de demander où c'était parce qu'il le savait très bien. Donc on sent que Mhm. c'est chez les Stark, quoi. Ouais. Et moi, je pense à Winterfell parce que, tu sais, on avait dit que depuis que Lost Stark, mais même Lost du Nord était parti pour la guerre, il restait que des vieillards, des femmes et des enfants à Winterfell, quoi. Ah ouais, non, non, c'est clairement, ça tient debout, hein. Après, c'est juste que je me disais que Winterfell, c'était plus au nord et plus en retrait de la côte. Mais Ouais. oui, après, vu ce qui reste à Winterfell comme personne, enfin comme garde, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, Hmm. c'est le moment de le prendre. Après, pour le garder, ça va être, va falloir, Ouais. voilà. Après, je sais pas s'il veut le garder. Moi, je pense qu'il veut piller, genre. Mais comme t'as dit tout à l'heure, hein, il veut piller les trucs, il veut euh, quelque part aussi se venger des Stark, hein. Se venger de la défaite qu'il a subie suite à sa rébellion. Mais après, est-ce qu'il veut le garder? Je suis pas sûr. En tout cas, c'est sûr que ça va blesser leur honneur fort.
Mm. Et ça pose la question par rapport à Théon, parce que du coup, on sent à la fin de ce chapitre qu'il va commencer à être tiraillé, quoi. Et qu'il est Ouais, déjà même un peu. alors déjà qu'il avait une crise d'identité, alors là, là, c'est un ultimatum qu'on lui met dans la gueule. J1, quoi. C'est direct. Il arrive, c'est même pas, Non. c'est même pas le petit doute, c'est l'ultimatum tout de suite. Mm. Et en même temps, c'est intelligent de la part de Balon, parce que Théon, il se revendique comme un Greyjoy de Pike. Enfin, là, on te met Ouais. devant le fait accompli. Ah ouais, Greyjoy de Pike, t'as grandi chez les Stark. Si t'étais bien captif d'eux et si voilà, si tu nous es fidèle, va les piller, quoi. ouais, et bah là, clairement, en plus, là, il lui a mis non, c'est vrai que c'est une masterclass parce que là, enfin, dès les premières questions directes, la conversation, elle tourne direct autour de la loyauté de Théon à l'égard des îles de Fer. Il a pas arrêté de dire qu'il se considérait comme un otage et non pas comme un Stark. Il a eu quand même le malheur de faire référence à Robb comme un frère, ce qui a tout de suite déplu à Balon. Ah, Mais, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça. et Oui, on n'a pas parlé, mais c'est vrai que quand il a parlé de Robb Stark, il a dit oui, il me considère comme un frère, ou je le considère comme un frère, je sais plus exactement. Et tu sais, t'as Balon qui s'énerve en disant ouais, non mais c'est pas dans mon château que tu vas appeler un Stark un de tes frères, alors que Roderick et Varron sont morts durant la rébellion, quoi. Clairement. Et donc Ce qui est là, totalement décent de la part de Théon. et donc ouais. Et donc, mais en même temps, ce qui est compréhensible, hein, moi je le comprends, qu'il ait créé une proximité avec l'un d'entre eux, avec Robb, ça m'étonne pas du tout. Mais voilà, en tout cas, au vu de la conversation, vu comment ça débouchait, vu les réponses de Théon, là, lui foutre l'ultimatum dans la gueule, là, c'est clairement, t'as parlé, maintenant assume. C'est vraiment ça. Hein. Ok. Bon, en tout cas, on en a fini pour ce chapitre. On espère que vous l'avez apprécié, malgré le fait que vous l'avez compris. Moi, personnellement, c'est pas le chapitre de l'année pour moi. Guillaume un peu plus, mais pas autant que je le pense. Et puis voilà, la tirade habituelle, hein, les réseaux sociaux, liker, commenter, les messages, tout ça. Un peu saoulé par ce chapitre, je vous l'avoue. Et on se retrouve dans quelques jours pour l'épisode prochain, qui sera sur Daenerys. Daenerys. Ah, le retour de Daenerys. Ouais. Eh bien, à la prochaine. À la prochaine.